Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la première étape de la Crow Race. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. Il n'y aura pas de débrief de Binge Ciné Binge parce que j'ai pas vraiment vu la fin de la course des garçons, je faisais un autre truc en même temps. J'ai vu le final de la course des filles avec la victoire de Kate Ferguson. Sprint encore une fois de malade, hein, de la jeune coureuse de la Movistar qui vient d'être championne du monde chez les juniors. Vraiment très très grosse course et très gros sprint de cette concurrente. Et Arnaud Delis qui s'est imposé chez les garçons, là aussi un gros sprint de mammouth. Troisième, Milan Fretin du côté de la Cofidis, c'est intéressant. Pour la Cofidis, c'est Penwet qui fait dixième. Mais on va se concentrer cette semaine sur la Crow Race et puis il y aura le Paris Tour en fin de semaine. On va revenir un petit peu sur les coureurs au top, sur les flops. Il n'y aura pas de résumé de l'étape aujourd'hui. C'est pas passé grand chose pour tout vous dire, à part une chute spectaculaire des coureurs dans l'échappée avec la moto. Il y avait des gravillons sur la route. La moto est partie d'un coup. C'est assez rare les chutes de moto caméra. Heureusement, il y avait à ce moment-là encore plus de 4 minutes d'avance pour les coureurs échappés. Ça fait que la moto a pu redémarrer sans gêner le peloton. La route n'était pas forcément dans un très bon état, alors c'est souvent le cas sur la Crow Race. On y reviendra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu si vous avez vu cette course. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Short TikTok pour les grands événements sportifs. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis pour me soutenir également, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une miniature sur notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Crow Race, pourquoi on suit cette course? C'est toujours intéressant, il y a toujours des jeunes coureurs qu'on découvre ou qui remportent leur première victoire chez les professionnels. Je pense notamment à un certain Axel Laurence, c'était en 2022, à Filippo Ganna, que j'avais découvert, vraiment haut niveau sur cette épreuve et qui m'avait impressionné. Ça permet en plus d'avoir Elia Viviani comme leader du côté d'Ineos qui arrive pas tous les jours. Et non, c'est une course qui est intéressante à suivre. C'est pas la course de l'année, mais elle arrive à une période de la saison où c'est un petit peu plus calme. En plus, cette année, il n'y a pas Paris-Bourges, ni le Tour de Vendée. Il y aura plus Paris-Bourges même, parce que Paris-Bourges va devenir une course amateur. Une belle idée à la con, hein. C'est vrai qu'en ce moment, le championnat de France amateur, il y a tellement d'équipes qui tiennent bien la route et qui ne s'arrêtent pas à la fin de l'année. Le monde amateur est tellement aidé par la Fédération française de cyclisme. Quelle bonne idée de lancer une course chez les amateurs. Mais bon, c'est un choix. Après les bons choix du côté de l'organisation de Paris-Bourges, ça fait depuis 15 ans qu'ils font des mauvais choix. Le fait d'être sorti de la Coupe de France, le fait de ne pas avoir décalé la course du jeudi au mercredi pour peut-être avoir un petit peu plus de public ou pour avoir une chaîne de télévision qui suivent la course, le fait de ne pas avoir forcément densifié le parcours en milieu de journée. Enfin voilà, il y a plein de choses qui auraient pu faire que Paris-Bourges devienne une course très attractive. Bon, donc cette Crow Race, elle est intéressante parce que ça permet de découvrir des jeunes talents. Déjà, il y a des paysages qui sont quand même intéressants. C'est souvent des parcours qui sont assez vallonnés dans les fins de journée. Il y a toujours une difficulté, souvent, du côté de la Crow Race. Le seul défaut, c'est la sécurité sur cette épreuve qui est vraiment pas au top. Avec souvent des circuits, des finales qui sont très dangereux. Alors je sais pas si c'est parce qu'en Croatie on n'a pas des très grosses routes à certains endroits, mais là encore aujourd'hui on était sur des routes dans le final qui étaient assez étroites. Il y avait un virage à 300 mètres de l'arrivée, un truc comme ça, et des barrières qui n'étaient pas forcément extrêmement bien placées à un endroit. Donc c'est voilà, la sécurité sur cette épreuve, c'est un petit peu comme le Tour du Turquie par exemple. C'est jamais excellent et j'espère qu'on n'aura pas des trop grosses chutes cette semaine, mais c'est quand même un risque sur cette épreuve. Bon, première étape où il ne s'est pas passé grand chose, on a eu 5 coureurs qui sont partis assez vite en échappée, ils ont pris plus de 7-8 minutes d'avance, derrière le peloton roulait pas forcément très vite, on a fini l'étape avec 41 km/h de moyenne, et puis on les reprend dans les 10 derniers kilomètres, où on sent se mettre vraiment trop en difficulté du côté des coureurs du peloton. C'est vrai que leur chute a désorganisé leur organisation, surtout qu'ils sont passés de 5 à 4 au moment de la chute. Et puis après, sprint emmené par Ineos. Et pourtant, ce n'est pas un coureur Ineos qui s'est imposé. On regarde tout de suite.
les coureurs au top. Ah, attaque de Marlou! Premier coureur top de cette journée, Alexander Kristoff, le coureur de la Uno X. 7e victoire de la saison quand même pour Alexander Kristoff. J'ai noté ça. C'est beaucoup. Il est à 97, je crois. Je crois qu'il a dépassé Arnaud Démare. 95. Ils sont proches avec Arnaud Démare. Hein. Ça se joue à Arnaud Démare, je crois qu'il est à 96. Truc comme ça. Ils sont très très proches. Mais 7 victoires cette année. Ce qui est un petit peu mieux que ce qu'il avait fait en 2023. Et bon, moins bien qu'en 2022. Ça reste quand même un coureur qui a 37 ans. Quand même pas un coureur qui est tout jeune. Vu que son demi-frère est chez les juniors. 5e des championnats d'Europe, 5e de la Bemer Classic cette année sur les grosses épreuves. Sur le Tour de France, il a pris 2 troisième places, 2 fois 2e sur le Tour de Slovénie, vainqueur d'une étape du Tour de Norvège, vainqueur de 2 courses en Belgique au mois de mai. Non, c'est bien la saison de Alexander Kristoff. Même si sur les grosses courses, il y a peut-être un petit peu plus de mal aujourd'hui, ça reste un sprinter qui a la chance, c'est même en tout début de carrière, c'était pas un coureur qui avait un gros punch. C'est pas un coureur comme Cavendish, comme Petaki notamment, des coureurs comme ça qui étaient vraiment que sur l'accélération de 100 mètres et qui ont dû un petit peu modifier leur manière de faire au niveau des sprints au fur et à mesure du temps. Lui, c'était un sprinter qui était déjà sur un profil plutôt long, qui misait pas forcément sur le punch. Donc il a pas trop changé sa manière de sprinter. C'est souvent un mec qui anticipe. Aujourd'hui, pourquoi il gagne? Parce qu'il anticipe par rapport à Viviani qui, je trouve, a mis un petit peu trop de temps avant de se lancer. Mais il part aux 200 mètres, 210 mètres, 215 mètres. Ce qui lui permet d'avoir un avantage, Alexander Kristoff. Et c'est là où il construit souvent ses victoires en prenant ce petit temps d'avance. Et parfois, c'était un gros temps d'avance. Je me souviens notamment d'une de ses victoires sur le Tour de France je crois que c'est 2014. Oui, c'est 2014 où il part avec un temps d'avance et il garde un vélo d'écart, mais quasiment jusqu'au bout, un sprint de 350 mètres, un truc comme ça, mais qui est énorme. Son sprint, c'est un coureur qui est plutôt dans ce registre-là. Donc là aujourd'hui il s'en est bien sorti. Alors, on voit bien que c'est plus le Alexander Kristoff d'il y a de l'époque Katusha, quoi, qui était vraiment l'un des meilleurs sprinteurs du monde à ce moment-là. Ça reste un très bon sprinter. Ça reste un sprinter qui, sur ces courses-là, qui sont des 2-1, qui sont pas forcément des courses avec un très gros niveau, il arrive vraiment à exprimer son talent, même si là, il y a quand même pas mal de sprinters sur cette Crow Race, plus que d'habitude, même il y a une belle densité au niveau des sprinters. Mais là, il a fait vraiment du très très bon niveau et à 37 ans, je pense que beaucoup de coureurs cyclistes aimeraient réussir à remporter cette victoire sur une saison parce que c'est quand même pas anodin. Alexander Kristoff, fin de contrat 2025. Est-ce qu'il continuera après 2025? Ça, c'est la grande question. Du côté d'Alexander Kristoff, mais peut-être qu'il laissera la place à son demi-frère chez Uno X en 2025, qui a déjà eu des résultats chez les juniors, son demi-frère. Pas mal de grands noms même chez les juniors, chez les filles, Nina Lavenu, vous avez Cameron Rogers aussi. Voilà, il y a pas mal de fils d'eux, de filles d'eux, de coureurs qu'on a connus dans les années 2000. Je pense aussi aux sœurs Backstead, par exemple. Enfin voilà, on voit qu'on vieillit un peu quand on voit les enfants de coureurs ou les demi-frères ou les neveux ou les trucs comme ça. On voit qu'on a pris un petit coup, notamment Marco Frigo aussi, du côté de la Israël. Mais du côté de Kristoff, il a toujours cette envie, cette volonté d'aller chercher des résultats, même sur des courses un petit peu plus petites, parce qu'il pourrait se dire, c'est que la Crow Race, en gros... Voilà, c'est pas ce qu'on retiendra de mon palmarès en fin de carrière. On retiendra peut-être plutôt mes victoires sur le Tour de France, mes victoires sur Gand, sur le Tour des Flandres, mais sur Milan-San Remo aussi. Mais il arrive toujours à trouver de la motivation. Et 95 victoires, il va peut-être franchir le cap des 100. C'est ce qu'on lui souhaite l'année prochaine, de réussir à rajouter ces 5 victoires qu'il reste.
Et pourquoi pas commencer sur cette Crow Race, continuer sur cette Crow Race à enchaîner les victoires. C'est, je pense, en plus la dernière course de la saison, parce que Uno X doit être sur Paris Tour. Je pense pas qu'Uno X soit encore sur 150 courses là sur cette fin d'année. Quoique quand même. Là ils étaient sur Binche, ils seront sur la Musterland Giro dans 2 jours, Paris Tour, Grande Première Montée, Tour de Lombardie, Giro del Veneto et Veneto classique. Donc ouais, ils ont encore quelques courses, mais je suis pas sûr qu'Alexander Christophe sera sur ces épreuves-là. 24 victoires quand même cette année pour Uno X, parce que c'est pas forcément une équipe dont on a beaucoup parlé, je dirais, tout au long de la saison, mais ils ont quand même enquillé les victoires. Donc voilà, des très très bons résultats pour l'équipe désormais dirigée par Tourusoft, le coureur norvégien passé notamment par le Crédit Agricole Tourusoft. Deuxième coureur top, Bruto Messo, coureur de la Bahreïn. Bruto Messo qui a rejoint la Bahreïn cette année. Bruto Messo qui avait remporté une étape du Baby Giro, très jeune, parce qu'il n'a que 20 ans, donc techniquement il est encore éligible cette année à la catégorie Espoir. Et c'est un coureur qui avait remporté une étape de ce Tour d'Italie moins de 23 ans, ce Baby Giro, comme on le surnomme. Et il avait remporté l'étape face à qui il l'avait gagné. Il avait gagné aussi une étape en 2023 de la Carpathian Race, qui est une course importante en Pologne. Il avait battu Casper Van Uden, Casper Anderson et Gildas Umbri. C'était une étape toute plate, 692 mètres de dénivelé positif. Casper Anderson qui est chez Agents Berman Jayco cette année, qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine, pas de victoire chez les professionnels pour ce coureur qu'on a vu sur le Tour du Danemark, mais qui a du mal à avoir des grands résultats jusqu'à maintenant. Et puis Umbri qui a arrêté sa carrière lui chez les professionnels. C'était une année où il n'y avait pas forcément une grosse opposition du côté du sprint par rapport à d'autres saisons pour Bruto Messo. Mais chez Bahreïn, pour cette première année chez les professionnels jusqu'à maintenant, pas de très très grands résultats. Je regardais, à part sur le Tour d'Antalya où il avait pris la 3e place de l'étape numéro 1. C'est vrai que c'était un petit peu léger. Jusqu'à maintenant, il était 9e également de la première étape du Tour de République tchèque. Donc cette 3e place avec encore une fois une belle opposition. Il est dans la roue pas de Lonardi, il est dans la roue de Viviani. Et il a bien réussi à déboîter sur la fin Viviani. Donc ça c'est vraiment bien de la part de Bruto Messo. Il a réussi à résister au retour du coureur de la Polti. Non, il n'a pas résisté au retour de Lonardi, mais il a résisté au retour de Jayco Alula. Non, c'était le Jayco Alula qui était dans la roue de Viviani. Mais Bruto Messo, non, pas mal à 20 ans de faire un résultat sur cette Crow Race. Encore une fois, c'est intéressant cette épreuve parce que souvent les grosses formations viennent pas forcément avec des équipes très structurées ou avec du gros monde, parce qu'il y a d'autres épreuves en même temps que cette Crow Race. Donc c'est vrai que certaines équipes préfèrent emmener un petit peu des équipes hybrides avec parfois des anciens, mais des jeunes coureurs, et tester des jeunes coureurs. Lui, il a démontré qu'à 20 ans et bientôt 21, on pouvait peut-être compter sur lui sur certains sprints. On verra comment ça se déroulera pour lui sur la suite de cette Crow Race. Et puis je termine avec Giovanni Lonardi. Il aura des regrets, Lonardi. Il part un petit peu tard dans son sprint, Lonardi, parce qu'il finit fort par rapport à Christophe qui a eu du mal à résister sur la fin de son sprint. Mais Lonardi part vraiment trop tard. Il ne doit pas partir avant les 175 mètres. Et à 175 mètres de l'arrivée, faut être très explosif dans ce registre-là. Voilà, c'est dommage pour le coureur de la Polti Cometa, mais qui fait pas une mauvaise saison. Lonardi, il a remporté une étape du Tour de Turquie, notamment cette année, et puis il a pris quelques podiums
notamment sur le Giro, il avait pris une 3e place, sur le Tour d'Antalya, deuxième également d'une étape du Tour de la Communauté de Valence où la Polti Cometa avait fait un gros début de saison sur ces épreuves-là. Et puis même sur le ZLM Tour, il avait été régulier dans le top 10. Et sur le Tour de Slovénie aussi, de top 10. Donc voilà, pas mal de résultats quand même pour Giovanni Leonardi. Une progression dans la hiérarchie mondiale d'un coureur qui lui est en fin de contrat, qui n'a pas encore renouvelé, Giovanni Leonardi. Est-ce qu'on commence à s'intéresser à lui dans certaines formations pour peut-être aussi avoir un rôle de poisson pilote, ou est-ce que Polti n'a pas encore trouvé d'accord avec le coureur italien? Là, c'est une grande question. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du côté de cette étape. Je commence avec un Italien. Beaucoup d'Italiens dans cette vidéo. Elia Viviani. Voilà, pour moi, c'est... Viviani, vous savez que... À part sur la piste, on le voit quand même quasiment plus sur la route. Je ne sais même pas s'il a beaucoup de jours de course dans les pattes, Viviani. Parce que c'est vrai que cette année, il préparait beaucoup les championnats du monde, ce qui lui a pas énormément réussi. Enfin, ça aurait pu être mieux. Mais il était aux Jeux Olympiques sur la piste, Elia Viviani. Il a 50 jours de course dans les pattes. Après, il avait beaucoup couru en début de saison. Il a fait quand même 2 courses en mai-juin. Et puis après, il a repris sur le Tour d'Allemagne. Mais aujourd'hui, Viviani, en termes de résultats, il n'y a quasiment rien, quoi. Malgré 50 jours de course, ce qui doit être plus que peut-être les années précédentes. Il y a une 5e place sur une étape du Tour de Norvège. Il y a une 2e place sur une étape du Tour d'Australie, enfin du Tour de Nonder et de la Surf Coast Classic. Et puis voilà, 5e aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors que le chat a décidé d'un lit dans la litière, aujourd'hui, il est vraiment emmené à la perfection. Autant souvent, il n'est pas très bien emmené, il faut le dire, Ineos le laisse un petit peu seul. Mais autant aujourd'hui, Ineos a vraiment fait un gros travail pour l'emmener. C'est une course qui lui a réussi les dernières années, parce que je pense que ça fait partie de ses dernières victoires chez les professionnels, c'était sur cette Crow Race. Oui, c'était la 88e et la 87e de sa carrière, sur 89 en tout. C'était même sa seule victoire en 2000... non, il y avait 2 victoires en 2022 et 2 victoires en 2023, mais donc c'est une course où il a remporté une étape sur les 2 dernières années. Mais c'est vrai que là, il est lancé en première position. Normalement, quand tu es lancé dans cette situation-là, tu es quand même dans une situation préférentielle. Finir 5e en étant plutôt bien emmené, pour moi c'est un problème. En plus, le timing est bon. Mais je trouve qu'il a vraiment beaucoup attendu avant de lancer son sprint, ce qui fait qu'il se fait déborder par Christophe, mais il se fait un petit peu déborder par tout le monde. Et de toute manière, quand il lance son sprint, il se passe pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas un sentiment de puissance. Vous savez, sur le ralenti, vous n'avez pas l'impression que c'est un mec qui a remporté 89 victoires dans sa carrière. Si vous regardez, ça fait quand même... son passage chez Ineos, ça fait quand même depuis 2020 que c'est la galère, hein. Quand même du côté de Viviani. Et je dirais que son passage chez Ineos ne restera pas dans les annales sur la route du tout. Parce que ça a été très maigre en 3 ans. Ses résultats. Il n'a pas de contrat, hein. Il fait partie des coureurs sans contrat pour l'année prochaine. Il n'a pas encore annoncé s'il prenait sa retraite. Donc est-ce qu'il y a une équipe comme la Coratec qui va lui proposer un contrat pour l'année prochaine? Je ne sais pas, mais de toute manière, même si tu proposes un contrat, tu sais que c'est la piste qui l'intéresse, et tu sais très clairement, le chat a décidé que c'est si t'es dans la litière, tu sais très clairement que c'est pas sur la route où maintenant il prend le plus de plaisir, et tu sais que comme il fait de la piste en même temps, là déjà réussir à lui avoir programmé 50 jours de course dans l'année, c'est pas loin d'un miracle, parce que c'est quand même pas évident du tout. Donc c'est quelque chose c'est un profil de coureur qui convient plus à des équipes professionnelles. Surtout que c'est un coureur qui aura 36 ans l'année prochaine, parce qu'il est né en février. Donc c'est vraiment un profil de coureur qui ne convient plus
Je pense à une équipe World Tour et en Continental Pro, c'est pas un coureur qui va t'amener suffisamment de points pour 2025 et pour avoir un bon positionnement en classement UCI. C'est pas forcément non plus un coureur qui va te permettre d'avoir des invitations parce que Viviani, ok, quand la Cofidis l'a recruté, peut-être que ça pouvait t'amener des invitations. Mais bon, vu que ça fait quand même 4-5 saisons qu'ils galèrent, les mecs, ils pensent plus à Viviani, quoi. Autant si tu recrutes un sprinter, je sais pas, là, un sprinter qui est pas tout jeune. Bah tiens, par exemple, tu recrutes à Kerman, tu vois, t'es Total Energy, tu recrutes à Kerman, oui, tu vas pouvoir peut-être avoir des invitations. Là, tu recrutes Viviani, non, parce qu'on pense plus à toi, très clairement du côté des victoires au sprint. Donc voilà, je trouve qu'il se rate complètement aujourd'hui. Il est dans une situation qui est vraiment favorable. J'ai l'impression qu'en plus ce sprint est en léger faux plat descendant. J'avais cette impression-là. Donc ouais, tu pars aux 200 mètres, même pas aux 200 mètres, tu pars après les 200 mètres et pourtant tu as du mal à finir ton sprint. Ouais, ça veut dire que là physiquement il y a quand même un petit souci du côté d'Elia Viviani. Deuxième flop du jour, Watson. Watson, c'est quand même incroyable. Je rappelle qu'en début de saison, il domine sur le Tour de Nander. On se souvient tous. Là, je me dis, ah bah c'est bien, il a bien fait de changer, de passer de DSM à Red Bull, et puis peut-être que Red Bull va le mettre leader sur un grand tour, parce qu'il a montré voilà, des bonnes choses. Sauf que bah derrière, alors oui, il y a encore l'UAE Tour, où il fait une 5e et une 3e place. Derrière, Tour de Turquie, il passe complètement au travers. Du côté de Red Bull Bora. Bon, il remporte encore une étape du Tour de Hongrie. Mais bon, moi je m'attendais à 10 000 fois mieux de Watson. Je me disais, ah putain, chez DSM, souvent le train n'était pas efficace. Pour lui, je m'étais dit, ah Red Bull Bora, ça peut être vraiment une bonne équipe pour lui, il sera leader. S'il a des bons résultats, il va pouvoir participer sur des grosses courses. Et au final, bah non, il est toujours... c'est toujours insuffisant quoi, du côté de Sam Walsford. Alors oui, lui aussi, hein, il fait de la piste. C'est con parce que quand il est chez DSM, sa première année, je trouve 2022 est vraiment très bonne. 2022, même 2023, parce qu'encore une fois, sur les courses, je dirais, il fait des bons résultats. Mais là, c'est vrai que sa saison 2024 est en net retrait. Alors qu'on s'attendait quand même à ce qu'ils prennent des résultats avec un train de meilleure qualité. Bon, aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas du côté de Sam Walsford. Donc, c'est vrai qu'un coureur comme ça qui domine autant le début de saison, devenir aussi transparent, c'est aussi un coureur qui a 46 jours de course. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des coupures. Parce qu'après l'UAE Tour, il a attendu un mois avant de recourir. Après Paris-Roubaix, il a attendu 20 jours avant de recourir. Bon, ensuite, il a enchaîné Tour de Turquie, Tour de Hongrie, Tour de Slovénie aussi. Bon, il enchaîne, on va dire, à peu près. Et puis après, bon, il a été sur la piste de juillet-août, hein, avant de reprendre sur le René 8 Tours, mais c'est vraiment insuffisant. C'est un coureur qui devait être plus haut dans la hiérarchie au niveau des sprinters cette année. Je suis assez déçu, voilà, pour tout vous dire, des résultats de Sam Walsford. Je pense qu'il était prévu sur un grand tour et qu'on a changé d'idée et qu'on a mis peut-être Van Poppel. C'est pour ça qu'il y avait des fois des courses avec Van Poppel. Mais ouais, c'est décevant. C'est décevant du côté de Sam Walsford. Je termine avec un dernier coureur, c'est Pavel Bittner. C'est pas simple d'enquiller après une Vuelta, surtout quand on est un jeune coureur. C'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation-là, parce que c'était son premier grand tour en carrière. Déjà, je l'avais trouvé moyen sur les championnats d'Europe. Là, c'est vrai que sur cette première étape de Croix, seulement 11e. Pavel Bittner, c'est une course en plus où souvent il y a eu des performances chez DSM sur cette épreuve. Je me souviens notamment d'Oscar Only. Là, c'est vrai qu'il était sur une grosse dynamique hein, pendant cet été, que ça soit Burgos ou la Vuelta, il a été vraiment très bon.
Bon, bah après la Vuelta, le problème c'est qu'il y a un peu de fatigue et c'est pas toujours facile de réenchaîner sur une épreuve. Surtout que la Vuelta, bah, c'est fini le 8 septembre. Alors vous allez me dire, oui, on est le 1er octobre. Oui, mais entre-temps, il a quand même couru au championnat d'Europe. Il a peut-être eu besoin de récupérer. Il a fallu peut-être refaire une petite préparation pour cette Crow Race. Il a 21 ans, donc il arrive quand même à 86 jours de course. Il est au dehors de la limite, même UCI. Pavel Bittner. Donc ouais, à cet âge-là, 86 jours de course, tu m'étonnes qu'il ait du mal. Là, c'est même incroyable qu'il ait fini aussi bien sur la Vuelta, parce qu'il a fini donc à 84 jours de course sur la Vuelta. Mais là, ouais, sur cette Crow Race, ça risque d'être compliqué pour Pavel Bittner. C'est incroyable qu'il lui ait mis autant de jours de course chez DSM. Enfin, ouais, quand t'es dans ta... c'est ça, deuxième année complète chez les pros, 86 jours, ça va être le coureur avec le plus de jours de course en World Tour. Hein. Je pense avec au moins 4-5 jours de marge sur ses adversaires. Assez incroyable du côté de Bittner. Donc oui, je comprends mieux pourquoi il a eu un petit peu du mal aujourd'hui. C'est sûr que 86 jours de course dans les pattes, oh, il commence à être un petit peu sec. Le coureur de il a commencé Down Under Classic, donc premier jour de l'année, le 13 janvier, pardon. Et ouais, il a rarement eu des gros trous sur sa saison. Ouais, non, il a quasiment pas eu de trous parce qu'il a couru en juillet, il a couru en juin, en mai, en avril, en mars, en février. Il a fait un gros début de saison en plus, ouais, donc il a couru sur tous les mois de l'année, ce qui commence à se faire sentir. Bon, on regarde tout de suite les différents classements. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. On commence par le classement de cette étape. Classement remporté par Alexander Kristoff devant Giovanni Leonardi, Bruto Messo, Alberto Bruto-Messo, le coureur de la Bahreïn, Anders Foldager, Kogut 6e, donc Walford Serrano 8 et 9, Bozinski 10e. Si on descend un petit peu, un abandon aujourd'hui, Philippe Rea, le Tchèque de ATT Investment, donc une équipe continentale. Du côté du classement général, Kristoff en tête, donc avec 10 secondes de bonification et 4 secondes d'avance sur Leonardi et Cyrus Monk qui a pris des secondes aujourd'hui. Bruto Messo 4e avec Axel Van Der Tuuk qui était aussi dans l'échappée, hein, comme Cyrus Monk, et puis Fred White 6e pour le moment. Du côté de ce général, et c'est peut-être même celui qui peut jouer le classement qui est le mieux placé. Du côté du classement du maillot vert, Alexander Kristoff en tête devant Leonardi, Bruto Messo et Foldager. Du côté du classement du maillot à pois, c'est Van Der Tuuk avec 18 points devant Mugelde 2e et Munoz 3e. Il y a eu un gros sprint entre les deux au sommet de la côte de première catégorie, une grosse bagarre voilà, entre les deux, hein, sur la côte de première catégorie. Et ça n'a pas vraiment plu à Mugelde. Il y a eu une sorte d'engueulade entre les deux au sommet. Du côté du classement du maillot blanc, c'est Bruto Messo qui le portera devant, avec 4 secondes d'avance sur Pavel Bittner et Gojkovic. Et puis du côté du classement par équipe, la Bahreïn Victorious est en tête. Et en fait, toutes les équipes sont dans le même temps, sauf l'équipe Ljubljana Gusto Santi, qui est déjà à 26 minutes 50 et qui risque d'avoir une semaine de compétition bien compliquée sur cette 9e édition de la Croix S. Nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de l'étape numéro 2. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!